le faisons aujourd'hui voilà nous-mêmes. Pour ce débat sans vote consacré à l'intervention militaire française en Irak dans un contexte particulier, puisqu'on a appris au cours de cet après-midi qu'Hervé Gourdel, l'otage français enlevé en Algérie, avait été décapité. On en parle bien sûr tout de suite dans 24 heures Sénat, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Hervé Gourdel, l'otage français enlevé en Algérie, a été décapité par ses ravisseurs. Selon une vidéo en cours d'authentification par les autorités françaises, un groupe lié à l'État islamique avait menacé de tuer ce guide de haute montagne de 55 ans si la France ne renonçait pas sous 24 heures à ses frappes aériennes en Irak. Un ultimatum rejeté par le président François Hollande qui doit s'exprimer depuis New York dans un instant. Et cette annonce intervient le jour où Manuel Valls a défendu devant les députés l'intervention militaire en Irak, soulignant que la sécurité nationale de la France est en jeu comme elle ne l'a jamais été au cours de ces dernières années. Au Sénat, c'est Jean-Yves Le Drian qui est venu défendre la position du gouvernement. Débat à suivre dans ce journal. À 4 jours des élections sénatoriales, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a présidé cet après-midi son dernier débat dans l'hémicycle. L'occasion pour nous de dresser le bilan de ces 3 ans passés à la tête de la Haute Assemblée. Décryptage dans un instant. Hervé Gourdel a donc été exécuté. Le Français était détenu depuis dimanche soir en Algérie. Ses ravisseurs avaient menacé de le décapiter si la France ne renonçait pas à ses frappes aériennes en Irak. Pauline Dame. C'est dans une vidéo intitulée « Message de sang pour le gouvernement français » que le groupe djihadiste algérien revendique l'exécution d'Hervé Gourdel. Hervé Gourdel, un Niçois de 55 ans, avait été enlevé dimanche dernier en Algérie par le groupe djihadiste Jound al-Khilafa alors qu'il effectuait une randonnée en haute montagne. Les ravisseurs avaient menacé lundi de le tuer si la France ne renonçait pas sous 24 heures à ses frappes aériennes en Irak. Un ultimatum rejeté par François Hollande qui réaffirmait qu'il ne céderait à aucun chantage, aussi odieux soit-il. Après les 2 journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, puis le travailleur humanitaire David Haynes, Hervé Gourdel est le 4e otage occidental exécuté par l'État islamique. Et l'émotion de la classe politique est unanime, partagée entre tristesse et colère face à la barbarie de l'acte. Voici ces réactions recueillies au Sénat par Faustine Saint-Geniès. Aucune déclaration pour l'instant. Je crois qu'il faut attendre les vérifications qui sont nécessaires, authentification également. Néanmoins, cette annonce, même si elle mérite vérification, nous a beaucoup touché, vous l'avez vu en séance, et nous partageons bien sûr les inquiétudes de ses proches, de sa famille. Et aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de gravité ici au Sénat au moment où on nous annonce des événements aussi tragiques. On pense à cet otage, à cette famille, à cet homme en fait qui est la victime, et il était dans un état de faiblesse, comme toujours un homme de bonne volonté face à la violence. Je crois que ça légitime, presque paradoxalement, le soutien que nous apportons au président de la République. On ne peut pas laisser cette forme de terrorisme, d'inhumanité l'emporter. Et je crois que c'est un appel à toute la conscience des pays démocratiques, mais aussi des pays de la région. C'est très triste et c'est une émotion. Le ministre nous a dit qu'il fallait encore vérifier, qu'il pouvait y avoir de fausses nouvelles. Malheureusement, les informations que l'on a ne vont pas dans ce sens-là. Et il y a eu une grande émotion dans le Sénat. Si la vidéo est authentifiée, ce sera à la fois d'abord un moment d'émotion, de solidarité à l'égard de la famille de l'otage. Voilà quelqu'un qui ne fait pas de politique, qui n'est pas un militaire, qui n'est pas un journaliste, qui était un simple touriste allant faire du trekking et qui se retrouve décapité. Sincèrement, si c'est confirmé, ça voudra dire que la barbarie, l'horreur n'a pas de limite. Et on reparle de cette exécution qualifiée par François Hollande de lâche et cruel assassinat et des conséquences de cette décapitation sur l'intervention militaire de la France en Irak avec nos invités à la fin de ce journal.
Sur le front de l'emploi, premier répit de l'année pour le gouvernement. Le chômage a légèrement reculé en août avec 11 100 chômeurs de moins en métropole. Le détail avec Maxime Tullier. C'est une bonne nouvelle, presque inattendue. Après 9 mois de hausse consécutive, le chômage baisse. Au mois d'août, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a diminué de 0,3% en France métropolitaine, soit près de 11 000 chômeurs en moins. Cette baisse s'explique notamment par la diminution du nombre de chômeurs de longue durée et du recul du chômage chez les jeunes. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a baissé de 0,1% en août. Seul bémol, la situation de l'emploi s'est dégradée chez les seniors. Le chômage des plus de 50 ans a augmenté de 0,3% selon le ministère du Travail. Cette baisse du chômage est une bouffée d'oxygène pour le gouvernement. Mais pas de quoi claironner pour autant, car depuis l'arrivée de François Hollande à l'Elysée, près de 500 000 personnes se sont inscrites à Pôle emploi. Et dans ce contexte, le MEDEF a lancé son plan déjà controversé pour créer 1 million d'emplois. Parmi les propositions phares de l'organisation patronale, la suppression des jours fériés, l'assouplissement du SMIC et des 35 heures. Pour Pierre Gattaz, les Français ne travaillent pas assez, on l'écoute. Les 35 heures appliquées à tout le monde de façon législative doivent être adaptées. Nous ne travaillons pas assez en France, je le rappelle, nous travaillons 1661 heures par an, alors que la moyenne européenne est autour de 1850 heures. Les Allemands sont à 1843 heures. Nous travaillons presque 200 heures de moins que nos amis allemands et que la moyenne européenne, il faut le dire. Au 10e jour de grève, le principal syndicat de pilotes d'Air France réclame l'ouverture de négociations pour sortir de la crise. Le Premier ministre Manuel Valls est monté au créneau pour demander que soit tranché le sort de la filiale low-cost Transavia qui est au centre du conflit. Et à 4 jours des élections sénatoriales, cette image, celle de Jean-Pierre Bel, qui a présidé cet après-midi sa dernière séance à l'occasion du débat sur l'intervention en Irak. Le président du Sénat qui se retirera de la politique d'ici peu. Quel bilan politique et législatif peut-on alors tirer de ces 3 années d'un Sénat à gauche? Élément de réponse avec Tam Tranui. 3 ans après l'euphorie, l'heure est au bilan de la gauche. Une gauche souvent divisée sur les textes phares de la session parlementaire, budget, financement de la sécurité sociale ou encore retraite. En cause, les alliés rétifs des socialistes, radicaux de gauche, écologistes et surtout communistes ont souvent manqué à l'appel. Et sans eux, impossible d'adopter un texte, la majorité ne tenant qu'à 6 voix. Symbole de cet affaiblissement de la gauche, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Premier socialiste élu à la tête de la Haute Assemblée depuis le début de la Ve République, l'Ariégeois a été critiqué, y compris dans ses rangs. Trop discret, ne tenant pas sa majorité, Jean-Pierre Bel a pourtant défendu la singularité et le travail du Sénat. Certes, le gouvernement n'a pas la majorité absolue ici au Sénat, je crois que vous l'avez constaté, mais en même temps, la contribution du Sénat à la loi qui est votée au final, la contribution à l'élaboration législative, elle est tout à fait conséquente et à peu près équilibrée avec celle de l'Assemblée nationale. Ces 3 dernières années, le Sénat a été à l'origine de nombreuses propositions de loi adoptées par le Parlement, créant par exemple les lanceurs d'alerte, renforçant la lutte contre la contrefaçon ou les pouvoirs du défenseur des droits. Autres apports essentiels du Sénat, la création des métropoles ou encore l'augmentation de la rémunération minimum des stagiaires. Les points sur lesquels la majorité a su se mettre d'accord, au coup par coup, sont multiples. Enfin, les travaux des commissions d'enquête du Sénat et de ses missions d'information restent des références de coproduction entre la majorité et l'opposition, comme le très médiatique rapport sur le dopage ou les travaux sur la fraude fiscale. Malgré cela, entre le difficile lever d'immunité de certains parlementaires, les révélations sur leurs avantages et l'image vieillissante de l'institution, le Sénat a toujours des difficultés à redorer son blason. On reste au Sénat où une proposition de loi a été présentée aujourd'hui par le sénateur UMP Michel Savin. Elle fait suite à la mission d'information qu'il a réalisée sur le sport professionnel et les collectivités. Le sénateur entend supprimer les subventions aux clubs financés par les droits d'exploitation audiovisuelle ou encore leur permettre de devenir propriétaires de leurs infrastructures. On l'écoute au micro de Quentin Calvi. Cette proposition de loi, elle part d'abord sur 2 constats. Sur la situation des finances publiques,
qui est quand même un élément important aujourd'hui à prendre en compte. Et le deuxièmement, c'est l'évolution aussi du sport professionnel, notamment le sport business, qu'on appelle le sport business, ce qui est lié à l'augmentation importante des ressources en droit TV et qui touche essentiellement le football professionnel de la Ligue 1. François Grosdidier, sénateur UMP de la Moselle, sera jugé en correctionnel pour détournement de fonds et biens publics lorsqu'il était député-maire. Après 10 ans d'enquête, François Grosdidier, qui est aussi maire de Voipy, est poursuivi pour avoir abusé de la franchise postale parlementaire au moment de sa candidature à la présidence de l'UMP en 2004. Dans une tribune publiée dans le Nouvel Observateur, 20 sénateurs de gauche, dont Luc Carvounas, dénoncent l'accord passé entre l'UMP et des socialistes pour désigner le député-maire UMP de Troyes, François Baroin, à la tête de l'AMF, l'Association des maires de France. Pour eux, je cite, « Il est impensable de laisser croire que la gauche soutient l'UMP ». 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et avant d'ouvrir le débat sur les conséquences de l'exécution d'Hervé Gourdel, sur l'engagement de la France en Irak, retour sur la séance de cet après-midi et le discours de Jean-Yves Le Drian au Sénat qui a justifié les frappes aériennes en Irak, comme le Premier ministre Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Il a rappelé que la sécurité nationale est en jeu. Cécile Sixou. Il a lu le même texte que Manuel Valls au même moment à l'Assemblée nationale. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, était devant les sénateurs pour justifier les frappes françaises en Irak. Aider l'Irak, c'est protéger la France, c'est agir pour notre sécurité nationale. Un débat sans vote a suivi. UMP, centristes, socialistes, communistes et radicaux, tous les groupes politiques ont pris la parole. Tous soutiennent le gouvernement et prônent l'unité nationale, à l'exception des communistes qui préfèrent une solution politique. Est-ce que des frappes aériennes telles qu'ils... Voilà, et on va revenir dans un instant sur ce débat avec nos invités. Mais tout de suite, on prend la direction de New York pour écouter le chef de l'État qui s'exprime sur la décapitation d'Hervé Gourdel. Honteusement. Je pense à lui. Il était parti en Algérie pour se livrer à sa passion, la montagne. Et il a été victime d'un crime odieux dont les auteurs devront être châtiés. Je pense à sa famille, à sa compagne, à ses parents, auxquels j'ai parlé et qui sont submergés par le chagrin. Je pense à ses proches, ils sont nombreux, qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas cette terrible injustice. Pourquoi lui, là-bas? Je pense à tous nos concitoyens qui sont saisis d'effroi. Parce que le but des terroristes, c'est justement d'effrayer, de faire peur. Alors, dans ce moment, je veux rappeler des choses simples et fortes. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Hervé Gourdel est mort parce qu'il est le représentant d'un peuple, le nôtre, qui était pris de liberté et qui défend la dignité humaine contre la barbarie. Ma détermination est totale et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout, et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh, et qui répand la mort en Irak, en Syrie, qui poursuit des populations civiles, persécute des minorités religieuses, viole, décapite. Oui, c'est contre ce groupe que la France s'est mobilisée et a été appelée par les autorités irakiennes. Aussi, les opérations militaires aériennes, puisqu'il n'y a pas de troupes au sol, ces opérations militaires se poursuivront tout le temps nécessaire. Je veux aussi que toutes les dispositions soient prises pour assurer la sécurité de nos compatriotes, ici, en France et partout dans le monde. Je renouvelle mes appels à la vigilance, mes consignes, pour que nul ne soit exposé à un risque qui est inutile dans cette période. Je réunirai dès demain un conseil de défense pour à la fois
fixer les buts que nous avons assignés à nos opérations militaires et renforcer encore la protection de mes compatriotes. Dans cette épreuve, l'unité est la meilleure réponse. Et c'est pourquoi je me réjouis, hélas, dans cette période, que le Parlement ait pu démontrer son sens du rassemblement et de l'intérêt national. Je lance un appel justement à la réunion de tous, au rassemblement de toute notre communauté, au-delà de nos différences, au-delà de nos sensibilités, de nos convictions, parce que c'est l'essentiel qui est en jeu. La France ne cède pas au terrorisme. La France ne cédera jamais au terrorisme, parce que c'est son devoir et bien plus, parce que c'est son honneur. Voilà pour cette première déclaration de François Hollande depuis New York. On va tout de suite en parler avec nos invités ce soir sur ce plateau. Michèle de Messine, bonsoir, sénatrice communiste du Nord. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, André Gattolin, sénateur Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Claude Perronnet, bonsoir, vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Vienne. Alors on vient d'entendre François Hollande a redit ma détermination est totale et cette agression ne fait que la renforcer. Michael Zamès, ça veut dire pas question pour le chef de l'État de renoncer aux frappes irakiennes, aux frappes françaises en Irak. C'est le principal message de François Hollande ce soir, détermination des Français à rester sur place. Il y aura même 3 points très importants évidemment dans ce qu'on vient d'entendre de François Hollande. Il y a d'abord de la compassion pour la famille, ça c'est tout à fait naturel. Il y a cette détermination totale des forces françaises sur place. Nous ne céderons jamais au terrorisme, a rappelé à la fin de sa déclaration François Hollande. Et puis, il y a un autre message très important, c'est celui de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les Français se posent des questions sur notre sécurité. A-t-on raison de partir sur place ici pour ces frappes aériennes alors que nous sommes menacés sur notre propre sol, ou en tout cas très proche de notre propre sol? Donc il essaye en tout cas de répondre à cette question. Et puis l'autre chose importante, c'est ce président rassembleur, ce président qui veut l'unité nationale, alors que la France est engagée sur le terrain contre le terrorisme aujourd'hui. Donc si vous voulez, il y a un message très important de la part de François Hollande, c'est cette détermination totale et ce message adressé, que ce soit à l'opposition ou à toutes les forces politiques, ou même à l'ensemble des Français. Nous préserverons la sécurité et oui au rassemblement national. Michèle de Messine, vous avez appris cet après-midi en séance la décapitation d'Hervé Gourdel. Quelle est votre réaction? On est ici sur ce plateau avec une boule dans la gorge. Parce que c'est vraiment affreux. Pour la première fois, la France est touchée directement par un de ses compatriotes qui vraiment n'a rien à voir dans tout ça et qui était allé de bonne foi. Et donc, notre pensée va directement aux familles. En même temps, on pense aussi aux 2 millions d'expatriés que nous avons sur tous ces territoires et qui, aujourd'hui, aussi doivent vraiment se demander quel est leur sort. On a vu cet après-midi en séance, André Gattolin, un soutien prudent des écologistes à l'intervention militaire en Irak. Est-ce que cette exécution fait évoluer la position des écologistes sur cette opération? Je ne crois pas avoir tenu le ton d'un soutien prudent. Non, la prudence, elle est dans le fait que les capacités militaires françaises sur zone sont extrêmement réduites. Donc on n'ira jamais au-delà des frappes aériennes très spécifiques en Irak. Ça, c'est une chose, c'est une réalité, parce que nous n'avons pas la capacité aujourd'hui d'intervention. Nous avons 7 à 8 000 hommes en permanence et par ailleurs en roulement, ça signifie 3 fois plus. Dans le théâtre des opérations, notamment en Afrique subsaharienne. Donc la réalité, elle est là. On ne conteste pas le principe de l'intervention. Il se passe quelque chose qui relève de la pure barbarie et qu'on ne pouvait à peine imaginer l'an passé quand on débattait pratiquement jour pour jour sur la question d'une éventuelle intervention en Syrie, où déjà les choses paraissaient horribles. Simplement, la réalité, c'est que les questions militaires, qu'elles soient interventions aériennes ou au sol, ne régleront pas la situation. Dans cette région, à chaque fois que l'engagement de troupes, notamment occidentales, se sont effectués sur le terrain, elles se sont traduites dans le court terme et le moyen terme par la création de nouveaux groupes encore plus radicaux. Donc la solution, elle est diplomatique et politique, et c'est là où il faut déjà penser à l'après.
Jean-Claude Perronnet, votre réaction? Vous avez effectivement appris, comme les autres parlementaires, cette décapitation cet après-midi. Elle est la même que celle de Michel de Messine concernant l'exécution de notre compatriote. C'est une grande consternation et une grande émotion. En même temps, c'est un appel à la prudence vis-à-vis de nos compatriotes. Il ne faut pas aller dans des zones à risque lorsqu'on n'est pas obligé d'y aller. Nous sommes, je crois, entrés dans une guerre mondiale, et qui a des caractéristiques très différentes des guerres qu'on a connues. C'est une guerre très diffuse, avec beaucoup d'ennemis, entre guillemets, sur notre territoire même. C'est pas à l'étranger que ça va se passer, ça peut être sur notre territoire. Qui peut empêcher quelqu'un de, moi ou un autre, lui planter un couteau dans le cœur à la sortie du Sénat tout à l'heure? Personne, ou presque pas. Est-ce que cette exécution ne remet pas un grand-chose. peu en cause l'engagement militaire de la France en Irak? L'engagement militaire de la France, justement, il est lié aux caractéristiques de cette opération, de cette affaire. Ce qui est en cause, c'est les valeurs que l'Occident défend depuis la Révolution, et qui sont ces valeurs de liberté, de démocratie. C'est ça qui est en cause, c'est ça qu'il veut remettre en cause. Et donc, c'est à l'extérieur, mais ce sera très vite ici, ça l'est déjà. Et donc, c'est notre démocratie qui est en cause. Je crois que donc, effectivement, vous avez raison, les frappes aériennes en elles-mêmes ne résoudront rien. Le ministre... Solution diplomatique et politique, on va y venir. Michael Zamez, pardon. Oui, il y a une vraie question, c'est l'opinion publique, parce que les images et la vidéo qui vont paraître un petit peu partout, même si on se refuse à diffuser cette vidéo, on en voit un petit peu partout, un petit peu sur Internet, elle va toucher l'opinion publique. Évidemment. Et dans l'épreuve, parce que c'est la première épreuve que doit affronter François Hollande dans son quinquennat, c'est l'épreuve du terrorisme et le français touché. Et je peux vous dire que, évidemment, l'opinion publique va être touchée, va se poser cette question. Doit-on rester dans cette intervention? Doit-on continuer à faire cette intervention? Alors, peut-être vous pouvez nous apporter cette réponse. Michel de Messine, effectivement, la position des communistes était quand même plus nuancée cet après-midi. Voilà, bon, cet après-midi, nous sommes le seul groupe à avoir émis un doute, voire même une forme de désapprobation. Parce que nous pensons que la lutte contre le terrorisme doit être menée, mais elle ne doit pas être menée à n'importe quelle condition. Et je pense qu'il convient quand même de faire un léger retour arrière et de regarder ce qu'a donné la lutte que nous avons menée jusqu'à aujourd'hui avec les opérations militaires. D'abord, elle a englouti près de 4000 milliards de dollars depuis l'Afghanistan, et en plus nous sommes passés d'un foyer de djihadistes à 14 aujourd'hui. Donc nous pensons que il faut pas seulement à chaque fois intervenir au niveau des conséquences, mais aussi s'interroger davantage sur les causes. 3 points quand même, il nous semble amener une réflexion et une critique. D'abord parce que c'est quand même une nouvelle fois sous le seul commandement des États-Unis, même si nous conservons notre autonomie d'intervention. Ensuite, on peut dire aussi que cette guerre que nous menons, elle s'effectue dans une légalité internationale discutable plutôt, puisque l'ONU... Vous auriez souhaité un vote, par exemple, du Parlement, Michel de Messine? Non, puis ça n'est pas du tout dans le cadre de l'ONU. Et ensuite, quand même, c'est une coalition hétéroclite, puisque voilà, chacun vient à la carte sans savoir quels vont être l'engagement de chacun, ce qui n'arrive pas lorsqu'on a une décision de l'ONU. Et ensuite participent à cette coalition des pays qui ont eu un comportement douteux vis-à-vis justement de ces groupes djihadistes. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. André Gattolin, on a entendu à l'instant François Hollande depuis New York aussi, qui parlait de cette unité nationale qui appelait au rassemblement, la meilleure réponse au terrorisme. On vient d'avoir la réaction du Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui se dit horrifié devant cet acte barbare. C'est important aussi que les Français soient rassemblés face à la menace terroriste. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut être extrêmement déterminé, mais aussi prudent. Il faut se méfier de tout amalgame ou de tout discours de panique. Parce que il faut bien dire, et il y a une responsabilité des hommes politiques et des médias d'appeler ce mouvement par le nom dont il s'est donné, autoproclamé de manière propagandiste État islamique. Je peux vous dire, sur certains publics de jeunes en rupture, ça donne un sentiment de puissance incroyable. Ce n'est pas un État, ce n'est pas islamique, c'est islamiste radical. Et encore, il faudrait un vocabulaire encore plus élaboré. Donc je crois qu'il faut être prudent dans les mots, et surtout dans les tensions de notre société actuelle. Oui, il y a des jeunes qui partent de France pour faire le djihad, mais c'est
je dirais encore aujourd'hui infinitésimale par rapport à l'évolution oui, mais on ne peut pas le nier, du conflit, parce que le conflit israélo-palestinien ces derniers mois a un impact beaucoup plus fort dans la radicalisation qu'on note notamment dans les banlieues et pas que dans les banlieues. Donc il faut aussi avoir une relativisation. Le danger, oui, terroriste, on le sait, on n'est pas dans une logique où on prend des otages, comme c'était le cas il y a encore quelques années, pour en faire un objet commercial, pour s'enrichir. Là, on en fait un objet de rétorsion, de guerre, de communication. Et ça, il faut bien le savoir. Et ce que vous disiez, effectivement... Jean-Claude Perronnet, est-ce qu'on doit redouter peut-être de nouvelles prises d'otages ou des attentats sur le sol français ce soir ? C'est possible. C'est pas si c'est probable, mais c'est possible. Je voudrais répondre à Madame de Messine quand même. Moi, je ne crois pas que Munich ait empêché la guerre de 39-40. Ça se saurait. Hein. Alors, c'est peut-être un peu simpliste ce que je dis, mais mais enfin, c'est quand même un peu ça. Continuez, allez-y, Jean-Claude Perronnet. C'est pas du niveau de notre débat, il me semble. Oui, enfin. Allez-y, Jean-Claude Perronnet, allez-y. Proposer, c'est d'attendre, de ne pas bouger et se dire on sera à l'abri. Non, on ne sera pas à l'abri. On ne sera pas du tout à l'abri. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je le maintiens, c'est-à-dire que c'est les valeurs de l'Occident qui sont en cause. Alors, c'est vrai que les frappes, ça peut être un élément, un prétexte pour dire on va se venger. Mais vous savez, ça a été très vite. Hein, les islamistes qui sont en Kabylie, ils sont en Kabylie. Ils ont déjà fait beaucoup de dégâts dans l'État algérien. Et on voit qu'ils ont réagi tout de suite. Ils étaient prêts. Hein. Et donc, ne nous faisons pas d'illusions. Ça va être une guerre très longue, plusieurs années, peut-être beaucoup plus que ça. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que les frappes, effectivement, ne résolvent rien. Mais à mon voisin, je dirais que ce que le ministre a expliqué, c'est que on venait en appui de l'État irakien, des Kurdes, et que c'est à eux de reconquérir leur territoire. C'est pas à nous, on le fera pas. Michel de Messine, répondez à Jean-Claude. Moi, je pense qu'il faut être clair. Le sujet n'est pas débarrassé des intérêts des grandes puissances, parce qu'il faut quand même que se dire que sur cette zone, c'est là où se trouvent les richesses énergétiques les plus importantes et qui restent quand même toujours des facteurs dissimulés de décision. Moi, je pense que s'il y a consensus, s'il faut un consensus, autre que celui de notre peuple derrière l'armée, il faut un consensus de toutes les grandes nations, et seule l'ONU peut l'obtenir. Il ne faut pas laisser des grandes nations de côté, ça a été dit d'ailleurs par plusieurs orateurs cet après-midi. Il faut que la Russie, la Chine, enfin l'Iran, tous ces grands pays qui sont aujourd'hui importants, il faut qu'on soit tous de concert contre la lutte contre le terrorisme. Et je pense que si on arrive à réunir l'ensemble des grandes nations, on trouvera les solutions pour repousser le terrorisme qui, quand même, pour l'instant, ne rassemble que 30 000 hommes. Alors c'est énorme, mais si tout le monde s'y met, je pense qu'on pourrait trouver ensemble la solution pour lutter contre le terrorisme. André Gattolin, sur ce que vient de dire Michel de Messine. Oui, les grandes nations peut-être, mais je crois qu'il y a quand même eu un problème régional au Moyen-Orient. Et moi, je prône avec certains responsables de mon parti la tenue d'une grande conférence diplomatique et politique. Il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Il ne faut pas dire il y a les bons et les mauvais, ceux-ci ont eu un passé. Oui, les Turcs ont financé, la Turquie a financé les frères musulmans. Une partie de ces troupes se sont ralliées avec armes et bagages, effectivement, au prétendu État islamique. Mais je pense même aujourd'hui, et je ne suis pas du tout un ami de Bachar el-Assad, mais je pense qu'il fait partie des acteurs. Je pense que les Russes, je n'approuve pas la politique de M. Poutine, mais comme l'Iran, on ne trouvera de solution, un peu comme les grandes conférences qu'on faisait au 19e siècle en Europe. À l'époque, il n'y avait pas de nation dominante. Donc, dans cette pluripolarité, on réunissait tout le monde. Alors, les gens font des comparaisons avec la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qui s'est passé avant ou à Yalta. On n'est pas dans ce monde de superpuissance. Donc, tous les acteurs ont une place. Et l'intelligence, notamment, ça va être des Kurdes. Bien sûr, ils ont droit au Kurdistan, mais il va falloir aussi discuter avec la Turquie, qui est en train peut-être progressivement d'évoluer. Enfin, il faut que tout le monde bouge. Eh bien, merci André Gattolin. Effectivement, on aura l'occasion de reparler donc de conséquences de cette décapitation. On apprend à l'instant qu'une enquête à Paris pour assassinat, c'est de sources judiciaires, va être ouverte. Donc, je rappelle Hervé Gourdel a été donc décapité cet après-midi. Édition spéciale également à 22h présentée par Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.
En 7 ans de pontificat de Benoît XVI, on a vécu davantage de crises qu'au cours des 2 derniers siècles. Durant le pontificat de Benoît XVI, de nombreux scandales ont secoué le Vatican. Affaires financières, corruptions et luttes intestines au sein de la curie, le fonctionnement même du Vatican et de son gouvernement est remis en cause. Un état des lieux de l'Église de Rome, à l'heure où son successeur, le pape François, doit lui choisir un avenir. Je crois que la réalité rattrapera l'Église et qu'elle sera amenée, qu'elle le veuille ou non, à s'amender et à se réformer. Ombre sur le Saint-Siège, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Vos rendez-vous sur LCP. À 19h30, ça vous regarde. Débat d'actualité en mode interactif, présenté par Arnaud Ardouin. À 20h30, Question d'info interroge ceux qui font l'actualité, en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info.